je découvre tout pour la première fois. En fait, je me la pète en disant que je suis une sportive. Ça n'a juste rien à voir avec ça. C'est une zone noire, c'est une zone interdite. On est coupé du monde, quoi. Salut les gonzes, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Je suis toujours dans un pick-up, comme vous pouvez le voir. Mais cette fois-ci, je suis en Thaïlande. On va vivre un truc exceptionnel, un truc de ouf, je vous promets, et je vous embarque avec moi. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du fleuve Salween qu'on aperçoit juste là. En fait, c'est le fleuve qui sert de frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Salut. Du coup, j'ai rendez-vous dans un endroit complètement isolé où je retrouve Bernard, qui est journaliste à la RTS. Pas trop qu'on traîne. Alors go! Allez. Bernard a tout planifié, il y a un petit bateau qui nous attend avec des hommes en armes et on s'en va tout de suite parce que personne ne doit nous voir. Avec nous, il y aura aussi Fabien qui va nous aider à filmer. Bernard a déjà fait plein de reportages dans la région. Il était venu ici il y a 15 ans. Et aujourd'hui, je retourne sur place avec lui pour voir en fait ce qui a changé. Comme ça se voit pas, mais ce fleuve est très menacé. Et c'est ce qu'on voyait dans le reportage de Bernard à l'époque. C'est l'histoire d'un fleuve sauvage. Et depuis sa source au Tibet, il traverse toujours librement la Chine et ensuite la Birmanie. Mais il y a un souci au niveau de la frontière avec la Thaïlande. Parce que normalement, la Birmanie et la Thaïlande, c'est pas les meilleurs amis du monde. Par contre, cette fois, par intérêt commun, ils ont décidé de construire toute une série de barrages hydroélectriques. Bon, tu vois ici, là c'est le super étroit des deux côtés de la rivière. Ouais. Donc super étroite. Là ils vont monter un mur de béton de plus de 150 mètres de haut pour noyer tout ce qu'il y a derrière et faire de l'électricité. Un des fameux barrages. Il y a toute une série en fait. Ça c'est un des plus grands. En fait, une fois que les barrages seraient construits, il y a des vallées entières qui seraient noyées. L'eau détruirait tout l'écosystème et des dizaines de milliers de personnes seraient déplacées. Là, justement, on est escorté par ceux qui seraient noyés par les barrages. C'est l'armée des Karen qui, encore aujourd'hui, résiste au gouvernement birman. What happened? The wind. Yeah? Where? Broke? On a cassé l'hélice. Oui, sur les gilets. Bah, voilà. Je pense que c'est pas nager. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. C'est pour ça que les mecs sont à la manœuvre. Il met son gilet et tout là? Bah oui. Epo, you don't know how to swim? No. Tu sais nager? Eh, je peux te dire ça, ça fait 30 ans que je viens dans le coin, ça ne m'est jamais arrivé. Ça commence bien. On est rentré discrètement avec la guérilla Karen grâce au contact de Bernard et c'est une sacrée aventure. Finalement, on débarque sur la rive côté birman, un endroit que la guérilla Karen utilise comme porte d'entrée sur son territoire. C'est un peu comme une douane cachée sous les arbres et qui est tout le temps gardée. Ce peuple Karen qui vit dans la jungle, en fait c'est un peuple qui a été en guerre pendant longtemps. Il y a encore quelques années, ils étaient en guerre avec la Birmanie. Et ils ont vécu des choses atroces, hein. Des maisons ont été brûlées, ils ont perdu toutes leurs ressources, leurs plantations, leurs maisons. Aujourd'hui, c'est une zone qui est un peu plus tranquille, c'est un peu plus sécurisé parce que justement, il y a un cessez-le-feu depuis un moment. Mais là, du coup, on est en Birmanie. Là, on est en Birmanie, mais on n'est pas dans une zone qui est contrôlée par le gouvernement. Là, on a le droit d'être ici ou pas? Alors là, on a demandé l'autorisation, mais quand même, c'est une zone c'est une zone noire, c'est une zone interdite. On va aller voir un petit peu le mode de vie de tous ces gens dans cette région, Ouais. qui donc est menacé d'être noyé par d'immenses barrages hydroélectriques. Mais avant ça, il y a... Avant ça, il y a qu'il faut marcher. Au début du voyage, c'était très très excitant. Du coup, on a l'adrénaline qui va à fond, c'est physique. Et puis, je découvre tout pour la première fois. Et là, c'est parti, je pars dans l'inconnu. Je sais même pas exactement où on va, combien de temps on va marcher, mais on y va. Et à chaque fois que je pense avoir fait le plus dur ou avoir presque terminé la marche, Bernard est là pour me ramener à la réalité. Donc là, on a fini la rivière, on commence à monter. Prête? C'est là que ça commence à grimper.
là, ça fait environ 1h30 qu'on marche en montée et je commence gentiment à avoir mal au mollet, à manquer de souffle. En fait, je me la pète en disant que je suis une sportive, que je vais à la salle et tout. Ça n'a juste rien à voir avec ça. Il y a encore 4 fois comme ça, donc... Attends, j'arrive même plus à tenir la caméra là, basta. Ce qu'on fait là, ça n'a rien d'exceptionnel en termes d'activité sportive. C'est vraiment la différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne qui vient là, les gens n'ont rien à y faire, il n'y a pas de traité de paix, il n'y a rien, donc on peut faire des mauvaises rencontres. C'est pour ça qu'on a toute cette escorte avec les gars en armes et tout. Et tu sais jamais sur qui tu peux tomber. En soi, construire des barrages, c'est pas une mauvaise chose pour produire de l'énergie propre. D'ailleurs, en Suisse, on en a plein. La seule différence, c'est qu'ici, en Birmanie, il faudrait sacrifier 50 fois plus de territoire pour produire la même chose que chez nous. Là, on s'est arrêté dans un petit village pour faire une pause et c'est assez impressionnant. Il y a des cochons qui se baladent un peu partout, des poules et il y a des enfants. Ils sont tellement choux, mais ils ont hyper peur de nous, ils se cachent, ils veulent pas trop venir vers nous parce qu'à mon avis, c'est parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir des gens passer par ici. C'est très rare. Il y a très peu de gens qui ont le privilège de passer par ici, quoi. C'est tellement simple, les maisons en bois, des cabanes en bambou surélevées. J'ai jamais vu ça de ma vie et je pense que pas beaucoup de gens ont vu ça dans leur vie. C'est assez impressionnant. Franchement, ça semble bête parce que c'est pas grand chose, mais justement, c'est ça quoi. C'est impressionnant. Mais ça, c'était qu'une pause. Et il faut continuer à marcher, continuer à monter, même en pleine nuit. Du coup, là, ça fait un sacré bout de temps qu'on marche. Ça fait combien de temps qu'on marche, en fait? Depuis le tout début, ça fait 4 heures. Donc, ça fait 4 heures qu'on marche. 4 heures, oui. Dont une bonne demi-heure dans la nuit. Oui. Et oui, bientôt, on va arriver au village. Et j'ai Ouais. hâte de prendre un petit bain bien chaud. Ah ouais? Ah ouais. Après 5 heures de marche, on arrive enfin et je découvre notre petit village d'accueil en pleine nuit. Enfin, ce que j'arrive à voir. Là-bas, la maison. C'est chez des gens. Je ne sais pas. Sympathique. Petit hôtel. Bon? Ok. Il y a les toilettes juste à côté. Bah, elles sont bien. C'est un peuple, je trouve, très généreux. C'est des gens qui sont très simples. Moi, je connais très peu de monde qui accueillerait un inconnu chez soi à dormir dans son salon, même si c'est par terre, et leur donnerait à manger comme ça. Après une bonne nuit de repos, on est prêt à repartir, mais on se sent légèrement observé. Du coup, j'en profite pour parler avec une des très rares filles du village qui parle l'anglais. How many sisters do you have? 6. 6 sisters. And the 2 brothers. 2 brothers. I got a big family. Yes, that's nice. Most people here, they got big family. Yeah. Hi. No. Et c'est reparti pour plusieurs heures de marche et quelques passages assez compliqués. J'ai peur. À un moment, on fait une pause et on en profite pour parler un peu politique avec les rebelles. Donc là, Bernard demande à l'officier ce qu'il pense de la situation militaire de la région, du cessez-le-feu et du problème des barrages. Le soldat Karen lui répond qu'il ne fait pas du tout confiance au gouvernement birman, même après toutes ces années. Le fait est que la guerre a causé beaucoup de victimes pendant beaucoup d'années et c'est juste
trop tôt pour vraiment faire la paix. La guerre peut reprendre d'un instant à l'autre. S'ils avancent sur le projet de barrage, ils vont se battre. Mais du coup, toi, tu étais là il y a 15 ans et ça a changé, c'est différent. Comment c'est différent? Moi, je ne me rends pas compte, quoi. Il y a 15 ans, l'armée birmane était dans toutes ces montagnes, ils brûlaient les villages, ils chassaient les gens, ils mettaient des mines antipersonnelles, donc il y avait beaucoup de gens qui sautaient sur les mines. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que ça risque de repartir, quoi. Une équipe située à l'avant de la colonne nous appelle au secours. Un jeune garçon chargé de notre sécurité vient de marcher sur une mine antipersonnelle. Sur place, les infirmiers Karen ont pratiqué une amputation de fortune, mais l'adolescent âgé d'à peine 16 ans a perdu beaucoup de sang. Il faut l'évacuer le plus vite possible vers l'arrière. S'ils avaient été d'accord, le projet de barrage, ce serait fait. Mais tant qu'ils sont là, avec leurs armes, avec leurs trucs, ça va pas se faire. Ça, c'est un autre village qui a été brûlé. Il y a fort longtemps. Pas sûr, faudra demander. Et tous les villages là qu'on a traversés, de toute façon, ils ont tous été brûlés à un moment ou à un autre. Et les gens ont dû s'enfuir. Derrière, il y a Bernard qui est en train de parler avec le chef du village et il confirme bien que si le barrage est construit, eh ben, ça va créer plein de soucis. Déjà, il y a des villages qui vont être inondés et surtout, ça veut dire que l'armée birmane va revenir dans les villages. Et ça, ils sont pas d'accord, quoi. Tu vois le problème, depuis l'indépendance du pays, et les Birmans n'ont jamais rien fait au pays pour ces gens-là. Ils sont restés 4 ans cachés dans la forêt, parce que le village avait été brûlé. Et donc, tout ce qui est projet, ils n'ont aucune confiance ici. Le chef nous invite à partager son repas, mais chez les Karen, c'est pas comme chez nous. Et il y a beaucoup de choses qui se font pas comme à la maison. Les invités mangent d'abord, on ne mange pas tous ensemble. Nous on mange, après ils mangeront après nous. Ok. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses sur ce peuple, sur les Karen, mais aussi sur moi-même, parce que je suis carrément sortie de ma zone de confort. Ça fait que 4 jours, mais je vous jure qu'on dirait que ça fait beaucoup plus. Déjà parce que on est coupé du monde, quoi. Ici, dans cette maison, par exemple, où on dort par terre, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'électricité, et évidemment pas de téléphone, pas d'internet. Il n'y a pas d'échappatoire, en fait, il n'y a pas de distraction possible. En tout cas, je suis dans un autre monde et je fais des choses que j'ai jamais faites et je suis très vulnérable. Mais vous allez vraiment rester là à me regarder? On est allé se doucher à la rivière et ça m'a fait un bien fou. L'eau était gelée, mais ça m'a fait un bien fou, quoi, parce que je m'étais pas lavé les cheveux depuis plusieurs jours. Et en remontant pour retourner dans notre maison d'accueil, j'ai vu en face de moi un éléphant. Je l'avais là en face de moi et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chialé comme un bébé, comme une enfant. J'étais un peu submergée par tout, quoi, par l'expérience, par les informations de Bernard, par l'éléphant. Ça arrive et ça fait du bien, même si c'est un peu difficile à gérer sur le moment, ça fait du bien, quoi. Finalement, au bout de 4 jours de marche et de découverte, on revient sur le fleuve et c'est le moment de faire le point sur cet énorme projet de barrage. Est-ce qu'on a vraiment besoin de sacrifier les tout derniers endroits de la planète qui sont comme ça intacts? Parce que des fleuves comme ça, t'en as pas des tonnes. C'est le dernier en Asie, tu m'as dit. C'est le dernier en Asie, il n'y en a plus beaucoup dans le monde.
Et si on doit les sacrifier pour produire de l'énergie, parce que faire de l'électricité avec des barrages, c'est pas si bête, il faut vraiment réfléchir, parce qu'après, il n'y en aura plus. Toi, tu y étais déjà il y a 15 ans là. J'étais là il y a 15 ans, et ce qui est fou, c'est qu'en 15 ans, rien n'a changé. Ça te montre qu'avec la volonté de résister, tu as vu les rebelles, ils veulent pas quoi, ils veulent pas de ces projets, et ça c'est une bonne nouvelle, pour moi. Parce que tu fais plein de sujets, c'est toujours moche, c'est triste, ça se dégrade, voilà, bah, enfin pour une fois tu as une story qui est, pour l'instant c'est pas trop mal. C'était pas facile tous les jours, c'était pas facile physiquement, c'était pas facile émotionnellement. Je pense avoir vu des choses et vécu des choses que aujourd'hui dans notre société on a complètement oublié, des choses basiques quoi, les vraies choses. Je pense avoir appris beaucoup de choses, que ce soit sur les autres et en particulier sur ce peuple, sur les Karen, sur leur mode de vie, sur leur façon d'être. On a tous beaucoup de choses à apprendre de ce peuple. En tout cas moi, les Karen, à travers des moments pas toujours agréables, m'ont appris beaucoup de choses. Et je reviens de ce voyage en fait beaucoup plus forte, je pense. En tout cas très enrichie. Voilà les gonzes, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, enrichissante. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Un grand merci à la RTS qui a produit cette vidéo et évidemment aux boys, donc Bernard, Fabien et Patrick. D'ailleurs, je vous mets juste ici le lien de la vidéo que Bernard a tournée il y a 15 ans et je vous le mettrai également en barre d'infos. En attendant la prochaine, on se retrouve sur les réseaux et moi je vous fais plein de poutou poutou. Mouah.